Maintenant, on voit la philosophie spéculative. C'est beaucoup parce que c'est une grande partie de la philosophie. Parce qu'après, il y a l'autre de majeur, section 2, où elle. Voilà, table de matière. Alors, la philosophie spéculative. Oui, section 3, ça va être dans 70 pages. Donc c'est ça, 70 pages pour cette section. Oui. On aura la philosophie pratique, qui est la philosophie de l'art et l'éthique. Voilà. Donc la philosophie spéculative, si on voit l'état de matière, ça va comporter la philosophie des mathématiques, la philosophie de la nature, et la nature humaine, de l'âme, c'est-à-dire la psychologie. Ensuite, la métaphysique. Dans la métaphysique, on va voir la critique, l'ontologie. Dans l'ontologie, l'essence, la substance, l'accident, la puissance. Et ensuite, après la critique, l'ontologie, la théodicée. Voilà. Mathématiques. Nature, métaphysique Et, psychologie. et dans la métaphysique, on a la critique et l'ontologie et la théodicée. La psychologie, ça va être une sous-division de la philosophie de la nature. Nature humaine, alors. Voilà, toujours la nature des minéraux, des plantes, des animaux et puis de l'homme. C'est encore curieux donc oui, c'est encore une division qui n'est pas vraiment chronologique, psychologique. Parce que psychologiquement, la philosophie de la nature vient avant la mathématique. Parce que la philosophie de la nature, c'est la première exception, comme je viens de dire. Les mathématiques, la deuxième exception, et la métaphysique, la troisième exception. Mais il va inverser les choses pour une certaine raison. Il voit les choses d'un autre point de vue. C'est chaque philosophe comme il veut. Moi, je suis plutôt tendance à voir l'origine des choses psychologiques. Mais lui, il va prendre peut-être par, je sais pas. On va voir pourquoi il va prendre la chose. Donc, il va prendre la philosophie spéculative, voilà. Donc, la philosophie spéculative a pour objet propre l'être des choses. La philosophie pratique, ça va avoir comme objet propre l'action humaine. Donc ici, l'être des choses, toutes choses. Mais quelles sont les choses qui se présentent dès l'abord à notre observation? Eh bien, ce sont les choses corporelles. Voilà. Corporelles. Voilà. C'est pour ça que moi, je commencerai par la physique, sur les choses corporelles. Toutefois, le mot corps ne peut-il pas se prendre en deux sens différents, selon qu'il s'agit du corps mathématique ou du corps naturel ou physique? Le corps mathématique est simplement ce qui est étendu en largeur, longueur et profondeur. C'est une abstraction. C'est la chose en tant que quantité. Le corps naturel ou physique est ce qui tombe sous nos sens avec telle ou telle propriété active et passive. Donc psychologiquement, on a la première exception, on voit les choses telles qu'elles tombent dans les sens. Si on est enfant, on voit des choses. Si on a, c'est quoi ça? C'est une chaise, c'est quoi ça? C'est une table, c'est quoi ça? Je me rappelle en Pologne, quand j'étais dans une famille, le petit disait co to jest? Co to jest? Tout le temps, co to jest? Ça veut dire qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Co to jest? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et ensuite, on me dit, voilà, il y a une table, il y en a deux. Il y a une table et deux, ça fait une et deux, une et une, ça fait deux. Ensuite, on va passer à la mathématique. Voilà.
Bon, lui, il préfère de commencer directement par le nombre. La philosophie du nombre. Si la philosophie des mathématiques étudie l'être des choses corporelles au premier sens du mot corps, le premier sens qu'il a donné, ça veut dire l'étendue et largeur, longueur et profondeur, on voit aussitôt quel est le premier problème auquel elle devra s'appliquer, cette philosophie-là. En quoi consiste l'objet premier des mathématiques? Autrement dit, quelle est la nature de la quantité, de l'étendue et du nombre? C'est quoi la nature de d'où de la nature vient la définition? Les immenses développements pris par les mathématiques modernes rendent plus nécessaire que jamais cette étude philosophique des premiers principes des sciences mathématiques, celle capable de fixer la raison sur la vraie nature de l'abstraction mathématique et des objets pensés qu'elle considère, sur les propriétés et les relations réciproques du continu et du discontinu. On va voir ce que ça veut dire. Sur la signification véritable des nombres irrationnels et des nombres transfinis, de l'infiniment petit, des espaces non euclidiens, etc. Enfin, sur la valeur des traductions mathématiques de la réalité physique et de théories comme celle de la relativité, par exemple. C'est vrai que si on coupe, on détruit des formes. Et la dernière forme que peut jamais casser, c'est la quantité. C'est la forme la plus fondamentale dans les choses, la quantité. Et on va voir des choses du point de vue quantité. Mais c'est encore une abstraction, hein. C'est pas toute la réalité, hein. Parce que si on voit pas que c'est pas toute la réalité, on va faire des grandes fautes, n'est-ce pas? C'est même l'esprit mathématique qui exagéré, n'est-ce pas, qui pense que mathématique et qui ne voit pas la réalité comme plus ample que la réalité mathématique, elle va être cause du modernisme. Par exemple, 1 égale à 1. Alors, les chrétiens ont un Dieu, les juifs ont un Dieu et les musulmans ont un Dieu. Donc, ils ont tous le même Dieu. Si on a l'esprit mathématique, on dit 1, ça égale à 1, ça égale à 1. Donc, c'est le même. Mais c'est faux, c'est totalement faux. Parce que si vous voyez un cheval dans un pré et vous voyez une vache, mais vous voyez un animal, mais la vache, c'est pas un cheval. Oui, mais ça, c'est pour sortir des maths. Comment? Dans les maths, il n'y a pas qualité. Moi, je parle de la réalité. Les maths, je m'en fiche complètement, n'est-ce pas? Je parle en philosophe. Les maths, ça m'intéresse pour autant qu'elles me montrent la réalité. C'est comme ça que je parle. Donc, je dis que pour un esprit mathématicien, 1, ça vaut 1, ça vaut 1, ça vaut 1. Et si on reste dans les mathématiques, et on refuse de voir la réalité qui est plus ample que les mathématiques, on tombe dans les erreurs plus abominables, n'est-ce pas? C'est une source de modernisme, je répète. Non, parce que bien sûr, les musulmans ont un Dieu, et nous avons un Dieu, mais les propriétés sont différentes. Donc c'est un autre. Nos propriétés, c'est un Dieu trine, et pour lui, il n'est pas trine. Pour nous, il a un fils, pour lui, il n'a pas de fils. Pour Mohamed, pour Allah de Mohamed, parce qu'Allah, ça veut dire Dieu en arabe. Donc il ne faut pas dire Allah, c'est Dieu, hein. Mais je dis Allah de Mohamed, hein. Eh bien, pour Allah de Mohamed, le ciel, c'est un bordel, excusez-moi. Il y a 72, 72 vierges, et même des garçons, etc., qui restent toujours, etc., vierges, même après usage. Et voilà, on peut tuer et massacrer. Mohamed a consommé une fille à 12 ans, il a marié à 6 ou 7 ans, Acha, hein, etc., n'est-ce pas? Ils peuvent mentir, et voilà.
Et chez nous, pas. Chez nous, le ciel est surtout spirituel, c'est une union avec Dieu qui est esprit, n'est-ce pas? Et bien sûr, les corps vont ressusciter, mais ils vont être spiritualisés. On va passer dans un autre ordre, n'est-ce pas? On ne va pas rester dans le charnel et dans le péché, finalement. Pour eux, le ciel, c'est un péché, pour nous, c'est saint. Donc, les propriétés et la manière d'agir de l'un est tout à fait différent et contraire même à l'agir et les propriétés de l'autre, de Dieu, de Jésus-Christ, totalement différent qu'Allah de Mohamed. Donc, c'est pas le même, parce qu'il a des propriétés différentes. Là, on a un meuble et un meuble. Oui, mais là, on n'en met pas un Dieu, là. Parce qu'il y a le problème, c'est qu'il y a un seul Dieu. On ne peut pas dire qu'il y a deux dieux, n'est-ce pas? Là, il y a un meuble, un meuble, un meuble. Je pense que les propriétés sont différentes. Les propriétés sont différentes, mais c'est pas encore la même chose. La réalité est plus compliquée que ça encore. Donc il y a un meuble, un meuble, un meuble, mais c'est pas un meuble, pas un meuble. Mais il y a une table, et ça, c'est pas une table. Mais mais il y a un seul Dieu. On peut dire pas ça, c'est leur Dieu, c'est un Dieu et c'est notre Dieu. C'est encore une erreur abominable, n'est-ce pas? Il n'y a qu'un seul Dieu. On peut le prouver encore. On peut le prouver en théodicée qu'il y a un seul Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une table, une table, une table, donc un Dieu, un Dieu, un Dieu. Donc voilà. Non. Oh non. Donc l'un est le vrai Dieu et l'autre c'est un mensonge. C'est une illusion, il n'existe même pas. C'est un démon. C'est un grand mensonge. Donc pour vous dire que les mathématiques, et c'est vrai que 1, ça vaut 1, ça vaut 1. Mais en réalité, à certaines conditions, n'est-ce pas? Si c'est la même espèce, oui, on peut dire un cheval, ça vaut un autre. Si la même valeur, si c'est un cheval de 5 ans, un cheval de 20 ans, celui de 5 ans a plus de valeur que celui de 20 ans quand même. Donc encore, il y a des distinctions. Donc 1, ça vaut 1, peut-être 1 euro vaut 1 euro. Oui. Oui. Donc vous voyez, c'est très limité en réalité. Hein. Et pas encore toujours parce qu'un euro aujourd'hui, peut-être demain, ce sera dévalué ou évalué. Oui, les mathématiques, attention. Hein. Donc les mathématiques, c'est un instrument, mais il faut connaître les limites de cet instrument. Sinon, on est perdu. Et c'est encore une astuce, un piège démoniaque pour exagérer les mathématiques, pour tomber dans les erreurs que je viens de vous dénoncer. Ça pour vous dire. Donc la philosophie de l'être mobile. Ah, voilà. Donc il ne va pas entrer dans les détails. Il passe maintenant déjà dans la philosophie de l'être mobile ou le sensible. Eh bien, c'est la philosophie de la nature sensible étudie l'être des choses corporelles au second sens du mot corps. Bien des problèmes se presseront devant elle, mais nous pouvons dès à présent dégager les principaux. Premièrement, ce qu'il y a de plus universel et de plus manifeste dans le monde des corps, ce par quoi se réalise tout ce qui arrive dans la nature, mais ce n'est pas le changement. Le changement. Les philosophes qui, dans leur langage, appellent mouvement toute espèce de changement, devront donc se demander en quoi consiste le mouvement, au sens très large. Hein. Par exemple, génération et dégénération, décomposition, c'est aussi un sorte de mouvement. C'est ça, le mouvement au sens large. Tout ce qui change. Deuxième point, il est clair après cela qu'il y a du mouvement, et s'il y a du mouvement, c'est quelque chose qui est mu, c'est que quelque chose est mu. Mouvement, mouvoir, mu. C'est que quelque chose est mu. À savoir les corps. C'est tout ce qui est sensible. On peut, voilà. Tout change. Et c'est Héraclite qui l'a vu. Tout bouge. Et c'est le sensible qui bouge. C'est vrai que tout bouge. Mais ce n'est pas la seule réalité. C'est ça l'erreur d'Héraclite. Mais il y a un aspect, c'est vrai. En outre, certains changements semblent porter sur la substance même des corps.
Ainsi, lorsqu'on fait en chimie la synthèse de l'eau, l'hydrogène et l'oxygène, en se combinant, font place à un nouveau corps. Voilà. Donc l'hydrogène, l'oxygène, ça vient de l'eau. H2O. H2O. Deux portions de hydrogène et une portion d'oxygène, ça fait l'eau. Si on arrive à les mettre ensemble. Donc ça, c'est le troisième point, la combinaison du corps. Oui, c'est la génération, n'est-ce pas? Génération. Oui. Comment cela est possible? Il faut nécessairement chercher en quoi consiste la substance corporelle elle-même. Donc il y a des choses qui se composent et qui se décomposent. C'est encore des changements. Si l'hydrogène se compose avec l'oxygène, ça vient de l'eau. Avant, c'est du gaz. L'hydrogène et l'oxygène sont deux gaz. Et de l'eau, ça éteint le feu, mais l'hydrogène, ça brûle, c'est du gaz qui brûle, et l'oxygène, ça fait brûler. Donc c'est un gaz explosif, l'hydrogène et l'oxygène. Mais si on l'unit intimement, ça vient de l'eau avec laquelle on éteint l'eau. Le feu, pardon. Et ça vient de l'eau avec laquelle on éteint le feu. Oui. Oui, donc on fait autre chose. Comment est-il possible? Il faut nécessairement chercher en quoi consiste donc la substance corporelle elle-même. Alors, les mécanistes philosophiques, hein, pas les mécaniciens, mais les mécanistes, qui soient par ailleurs, en ce qui concerne l'âme humaine, matérialistes, comme on a vu Démocrite, Épicure, Lucrèce dans l'Antiquité, Hobbes au XVIIe siècle, Hobbes, ou les spiritualistes, comme Descartes, réduisent la substance corporelle à la matière, qu'ils confondent elle-même avec la quantité ou l'étendue géométrique. Il ne faut pas confondre la substance avec une propriété de cette substance. La matière, ça donne la substance, à la forme, à l'essence, et la quantité, c'est une première forme de cette substance. Ils confondent ça, n'est-ce pas? L'étendue géométrique. Réduit la substance corporelle à la matière, la substance corporelle, mais la substance corporelle a toujours une forme. La première forme qu'elle doit avoir, c'est la quantité, justement, c'est une forme. Hein. Alors qu'ils confondent elle-même avec la quantité, justement, qui est une forme, bien sûr, ou l'étendue géométrique. Ils ne font pas la distinction entre la matière et la forme, et la quantité, et les autres propriétés. Dès lors, il n'y a pas de différence essentielle ou spécifique entre les corps. Oui, qui sont tous des modifications d'une seule et même substance. De plus, le monde physique est privé de toute qualité et de toute force, l'étendue et le mouvement local y étant seuls réels. Donc ils réduisent tous à l'esprit mathématique. C'est la quantité qui compte et la qualité ne compte pas. Et la... Oui. Il est spiritualiste aussi. Oui, Descartes. Descartes était un bon mathématicien. Hein. Je le voyais comme mécaniste. Non, spiritualiste, parce qu'il prend ses idées comme réalité. Dans ce sens d'idéalisme. Donc il aimait la mathématique, donc pour lui c'était ça la réalité. Non, c'est un aspect de la réalité, mais ce n'est pas la réalité. Enfin, l'union de la matière et de l'esprit dans un être tel que l'homme devient entièrement inintelligible, incompréhensible. Avec l'union de la matière et de l'esprit.
Et on a le dualisme cartésien qui va mettre l'âme contre le corps et le corps contre l'âme, comme qui va presque la diviser, la mettre comme deux principes. Donc on ne peut pas comprendre l'union de la matière et l'esprit. Parce que l'esprit, justement, c'est la forme de la matière. L'âme, c'est la forme de le corps. Et on nie cela. On confond quelque chose. On voit que la matière et que la quantité. Une autre école, le dynamisme, tend au contraire, oui, toujours des extrêmes, n'est-ce pas, à supprimer la matière de la constitution des corps. Et là, son point culminant dans le système de Leibniz, le monadisme, les monades, le monadisme. Leibniz, c'était un juif espagnol, si je comprends. Leibniz, L-E-I-B-N-I-Z. Supprimer de la matière de la constitution des corps. Alors, il n'existe que des monades, qui réduit la substance corporelle à des unités d'ordre spirituel. Les monades, analogues à des âmes. Oui, le délire, finalement. Ils se prennent au sérieux. L'étendue et plus généralement toute la réalité sensible n'étant plus dès lors qu'une certaine apparence ou un certain symbole, et le monde corporel comme tel s'évanouissant dans le monde des esprits. Ça, on voit ça chez certaines écoles bouddhistes. Ouais, c'est un bouddhiste. L'esprit, la matière, l'esprit, la même chose. L'esprit, c'est la matière. Ouais. Tout est dans tout. Oui, ouais. Exactement. Donc, donc c'est tout à fait le contraire hein, des mécanismes. Donc, Leibniz réduit, je répète, la substance corporelle à des unités d'ordre spirituel et monades, analogues à des âmes. L'étendue et plus généralement toute la réalité sensible n'étant plus dès lors qu'une certaine apparence ou un certain symbole, et le monde corporel comme tel s'évanouissant dans le monde des esprits. Il y a le dynamisme de Boscovich au 18e. B-O-S-C-O-V-I-C-H. Boscovich. C'est le Vitch, ça veut dire. Le Vitch de Bosco, ça veut dire le fils de Bosco. Boscovich. Vitch, ça veut dire le fils. Le dynamisme de Boscovich qui réduit la substance corporelle à des points de force. Des points de force. Et l'énergétisme moderne, qui prétend tout ramener dans le monde physique à l'unique facteur énergie, sans parvenir d'ailleurs à donner de cette énergie une définition philosophique, peuvent être considérés comme des dégradations et des matérialisations de la conception leibnizienne. Donc des points d'énergie. 18e siècle. C'est vrai qu'ils n'ont pas totalement, dans toute erreur, il y a une partie d'une petite étincelle de vérité. Einstein va dire que la matière c'est énergie, l'énergie c'est matière. Mais ça veut dire que la matière n'existe pas. Alors, la philosophie d'Aristote reconnaît dans la substance corporelle deux principes substantiels. Reconnaît, donc distingue, mais pas sépare. Deux principes substantiels. La matière première, qui cette fois ne répond plus du tout, comme pour les mécanistes, à la notion imaginable de l'étendue. Parce que l'étendue, c'est déjà une forme. Et la forme, c'est pas la matière. Mais bien à l'idée même de matière. Ce avec quoi quelque chose d'autre est fait, le sensible.
portée à l'état pur. La matière, La matière première, ça s'appelle la matière première, mais qui en pratique n'existe pas, parce qu'elle a besoin elle est toujours quelque chose. La matière totalement pure n'existe pas en état pur. Elle a toujours une forme. Mais il faut distinguer dans la matière et dans la chose qui existe, la matière et la forme. Il n'est pas capable de la faire parce que, puisque la matière ne se trouvait jamais sans forme, on n'a pas eu cette force d'Aristote de voir dans les choses sensibles, de distinguer la matière de la forme. Et ça, c'est l'erreur des mécanistes. Ils n'ont pas cette force de pensée d'Aristote, d'aller jusqu'au bout, la plus profondeur des choses. C'est ça la philosophie qui pénètre dans les profondeurs de la lettre. C'est ce que Platon appelait une sorte de non-être. Parce que ça n'existe pas sans la forme. Dans ce sens-là, c'est un non-être. Mais c'est quand même de l'être parce que ça fait exister la forme. C'est pas rien du tout, quand même. La matière, c'est quelque chose. Mais c'est toujours quelque chose qui est matérialisé. C'est toujours, par exemple, ici, j'ai une statue, voilà, j'ai un corps humain, je suis un corps humain, j'ai une table ici, j'ai tiré un rideau. C'est la matière, mais qui a une forme. Donc la matière n'existe pas sans forme et la forme n'existe pas sans matière. Sauf si c'est dans ma tête, oui. La forme peut exister sans matière, mais alors la chose n'existe pas. Hein, c'est une pure idée que j'ai de la chose. Je m'en viens de voir. Ça n'existe pas vraiment en substance. Donc la matière donne à la forme sa substance. Ça devient quelque chose de substantiel. C'est quelque chose qui existe autonome. Parce que l'idée n'existe pas sans mon intelligence. Vous comprenez? L'idée n'existe pas sans intelligence. L'idée que j'ai d'une forme, par exemple, la forme, par exemple, un verre. Eh bien, j'ai l'idée d'un verre dans ma tête. Et c'est une idée qui existe dans ma tête en tant qu'idée, donc spirituelle, mais elle n'existe pas sans mon intelligence. Mais un verre réalisé en matière, un verre qui se trouve dans ma cuisine, dans l'armoire, c'est un verre qui est réalisé, qui existe, autonome, même si j'y pense pas, même si moi j'existe pas, ce verre existe, et c'est de la matière. C'est la matière qui donne à cette forme l'existence. Donc la matière, c'est pas rien, hein? Ça donne justement l'existence. Donc si Platon l'appelle une sorte de non-être, il faut faire attention. Hein. Ça veut dire que ça n'existe pas. Il a raison quand il veut dire que ça n'existe pas en soi, tout seul, mais c'est pas rien parce que justement ça donne l'existence à la forme. La matière, c'est quelque chose. Donc Platon l'appelait une sorte de non-être, un pur avec quoi les choses sont faites, et qui par soi-même n'est rien de fait. Un principe absolument indéterminé, incapable d'exister par lui-même, mais capable d'exister par autre chose, par la forme. En revanche, la forme est complètement un non-être. La forme toute seule, ça n'existe pas. Oui, dans ma tête. Dans ma tête, comme idée. Ouais, l'idée, c'est pas un être. Ce qu'on a dans la tête, c'est pas un étant. Mais si j'ai dans ma tête une idée de maison, je ne peux pas habiter dedans, j'ai toujours froid. Hein. J'ai toujours rien au-dessus de ma tête. Hein. Je peux avoir une idée d'une maison, je peux rêver d'une maison, mais j'ai toujours froid et la maison n'est pas là. Hein. Elle n'existe pas. Hein. Je ne peux pas la vendre. Hein. Je ne peux pas la vendre. Je n'aurai pas d'argent. Sauf si je la vends comme idée. Un architecte qui vend une maison comme idée. Comme idée, elle existe comme idée, dans ma tête, au détail spirituel, mais pas en matériel. Un logo, un slogan. Oui, voilà. Oui, donc il faut bien distinguer les choses. La forme, c'est pas rien non plus. Non, bien sûr. Voilà. Parce que l'architecte peut demander de l'argent pour son idée de maison. Et pour autant, vous n'avez pas encore une maison parce qu'il faut encore des briques, il faut la réaliser dans la matière. Hein. Je suis pas sûr que l'exemple du slogan publicitaire soit bon parce que un slogan, c'est une suite de mots. Oui. Ça n'a rien à voir avec la forme d'un objet. Oui. Quand M. Labbé parle d'un plan conceptuel,
on peut se représenter une maison conceptuellement, un architecte, ça a un objet. Mais lui, souvent, quand il le prononce, c'est déjà une forme quand il est écrit. Par exemple, ça représente une idée, c'est écrit. Par exemple, CCML. Transmissible. Vous connaissez CCML? Ouais. Quoi? CCML. Ah, CCML. Par exemple, le slogan CCML. On a calculé. Voilà. Alors, on parle de chocolat, truc, machin. Boisson, chocolatier, chocolarisé, comme on dit. Oui. Voilà, donc premièrement, il y a deux principes substantiels selon la philosophie d'Aristote. D'abord la matière, et ensuite un principe actif qui est comme l'idée vivante de la chose, ou comme son âme, et qui détermine cette matière première purement passive, un peu comme la forme imprimée par le sculpteur détermine la glaise, constitue avec elle une seule et unique chose faite et existante, une seule et unique substance corporelle, à qui elle donne et d'être ceci ou cela, d'avoir telle nature spécifique et d'exister, un peu comme la forme imprimée par le sculpteur donne à la statue d'être ce qu'elle est. À cause de cette analogie avec la forme extérieure d'une statue, forme accidentelle, Aristote a appelé forme substantielle, en un sens tout à fait spécial et technique, le principe intérieur dont il s'agit et qui détermine la substance corporelle dans son être même. Oui, la cause formelle, la forme. Donc la matière, c'est la cause formelle de la chose, et la forme, c'est la cause formelle de la chose. Donc toute chose sensible, oui, la cause de la chose. Pardon, la cause matérielle, la matière, c'est la cause matérielle de la chose. Donc toute chose sensible est un composé de matière et de forme. La forme, c'est ce que c'est, et la matière fait qu'elle existe matériellement. Ça fait qu'elle existe. Et la forme, c'est ce que c'est. La forme de ceci, c'est statut, c'est sa forme, et la matière dont est composée, c'est la matière, la cause matérielle. Parce que c'est la matière, c'est pas de l'esprit, c'est la matière. Et on peut dire ça de toute chose sensible. Mais ça, il fallait y penser. Hein. Tout le problème, c'est que la matière pure n'existe pas en tant que telle. Et ça c'est un très grand travail de voir cette distinction entre matière et forme. La doctrine d'Aristote qui fait du corps un composé, donc le corps, ça veut dire en tant que tout objet sensible, pas un corps, il n'y a pas une pierre pour lui, c'est aussi un corps, hein. Une planète, c'est un corps, tout objet matériel, c'est un corps. Donc la doctrine d'Aristote qui fait du corps un composé de matière ulaire et de forme morphée a été nommé ulémorphisme. Pour l'unité. Oui, oui, ulaire c'est de upsilon, lambda et eta. Et forme c'est le M, donc M, O, rho, phi et eta. En grec, hein, en grec. En français, ce serait En français, c'est ulémorphisme, c'est H, Y, L, E. H, Y, Y, c'est Y en flamand, c'est Y. Donc H, Y, vous dites en français, oui. H, Y, L, E, M, O, R, F, P, H, pardon, P, H, I, S, M, E, isme. Ulémorphisme. Ulé, matière, et morphée. La morphologie, c'est la connaissance des formes. Morphée. Ulé. En flamand, vous prononcez direct le U. U. En français, on dit oui, oui. Bon. Oui. Upsilon. C'est finalement traduit un petit peu. Cette doctrine
Donc, de l'ulémorphisme, c'est ça la trouve. Que toute chose sensible, c'est un composé de forme et de matière. C'est la doctrine de l'ulémorphisme. Ces doctrines géniales, n'est-ce pas, sauvent à la fois la réalité propre de la matière, du monde corporel, de l'étendue, et la réalité propre des qualités physiques, ainsi que l'existence d'une distinction de nature ou de sens entre les corps que nous regardons comme d'espèces différentes. Donc il y a une réalité propre de la matière, l'étendue, les qualités physiques. L'étendue ou la qualité, l'étendue ou la quantité n'est pas la substance des corps, comme le prétend le mécanisme, mais le premier accident de celle-ci, la première forme accidentelle de celle-ci. L'étendue, le premier accident de cette substance. Oui. L'accident, c'est une forme qui ne peut pas exister en elle-même, mais qui est toujours attachée à une forme substantielle. Par exemple, comme la blancheur. Ça n'existe pas en soi. Hein. Et l'étendue, longueur, largeur, hauteur. Oui. L'étendue ou la quantité n'est pas la substance des corps même, mais comme le prétend le mécanisme, mais le premier accident de celle-ci. Donc on confond la chose avec l'apparence. Ensuite, les qualités des choses sont aussi des accidents de la substance corporelle, comme le poids, la couleur, l'aspect, la position, la forme géométrique que ça prend, éventuellement, etc. La relation. Donc, je répète cette phrase assez longue. Ces doctrines sauvent à la fois la réalité propre de la matière, du monde corporel, de l'étendue, et la réalité propre des qualités physiques, ainsi que l'existence d'une distinction de nature ou d'essence entre les corps. C'est contre le monadisme, hein, qui dit que tout le truc de le spiritisme, le spiritualisme de Descartes, qui dit que tout est fait par la même chose, composé. Et le truc, les points de force de Boscovitch, tout est composé d'un même point de force, ou des monades. Non? Donc il y a des propriétés, des qualités physiques, l'existence d'une distinction de nature ou d'essence entre les corps que nous regardons comme d'espèces différentes. Elle montre jusque dans les corps inertes et dans les vivants privés de raison la présence d'un principe substantiel immatériel. Par exemple, dans les plantes, il y a la forme, c'est différent que la forme d'une plante, c'est différent que la forme d'une pierre. La forme d'une plante, c'était quelque chose de vivant, un principe qui diffère toutefois des esprits. C'est pas un esprit, parce que ça meurt avec la matière. Si la matière est décomposée, si la matière décompose, c'est parti, ça tombe dans le néant. Qui diffère toutefois des esprits proprement dit, qui sont des esprits subsistants, comme l'âme, l'ange et Dieu. Il y a trois sortes d'esprits subsistants. Il n'y en a pas d'autres. Et tous les autres esprits sont des accidents, comme la vertu, c'est un esprit, mais qui ne peut pas exister en soi. La vertu appartient toujours à quelqu'un, à une personne. Alors, esprit, proprement dit, parce qu'il est incapable d'exister sans la matière. Pour les choses qui sont sensibles. Hein. Donc, ce principe, par exemple, de vie dans la plante, c'est pas qu'il diffère de l'esprit,
qui peut exister en soi, comme je viens de dire dans l'âme, parce qu'il est incapable d'exister sans la matière. Donc, l'âme d'un animal, c'est une âme sensible matérielle. Et c'est pour ça qu'on l'appelle pas une âme, on l'appelle plutôt vie, quoi. Mais quoique anima, anima vient de âme, animal, animé, c'est ce qui anime l'animal. Voilà. Donc, mais dans la langue courante, on parle plus d'âme quand on parle de la vie qui est dans les animaux. On réserve ça pour l'homme. Et ce qui anime l'homme, c'est quelque chose de spirituel subsistant. Mais pour les animaux, c'est un principe matériel, comme l'électricité anime un robot. C'est le meilleur exemple qu'on a maintenant, qu'on n'avait pas dans le Moyen-Âge. On a des robots de Sony qui fonctionnent comme des petits animaux, hein, comme des hommes même, hein, on dirait, et qui bougent et ça bouge, ça semble vivre. Eh bien, le principe de vie qui est dedans, c'est encore la matière. C'est matériel, c'est l'électricité. L'électricité, c'est quelque chose de matériel. Hein. Eh bien, on peut comparer ça à la vie qui est dans les animaux. Ce sont des robots faits par le bon Dieu. Elle permet de comprendre l'union dans l'être humain de la matière du corps et de l'âme spirituelle, qui est la forme du corps humain, qui vérifie toutes les fonctions, n'est-ce pas? L'âme ne donne pas seulement donc, la vie humaine, n'est-ce pas, mais donne aussi la vie corporelle, donc animale et même végétale. La seule chose que l'âme ne fait pas, c'est donner l'être minéral. Parce que si l'âme part du corps, le corps tombe en minéraux. Et les minéraux, ça va être décomposé, ça va se agir avec les autres, avec l'environnement. Ça dépend de l'environnement. Dans quoi le corps va se décomposer. Qui est la forme du corps humain, l'âme, mais qui diffère des autres formes substantielles, et ceci, en ceci qu'elle peut exister sans la matière. Voilà. Alors, donc, le mécanisme, l'erreur de mécanisme dit que la substance corporelle est conçue comme une simple matière qui est elle-même identifiée à l'étendue géométrique. La substance corporelle. L'autre contraire, le dynamisme, cette erreur dit que la substance corporelle, donc les choses sensibles qu'on pourra autour de nous, qui existent, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, qu'on peut entendre, toute cette substance corporelle, est ramenée soit à des unités, une composante d'une unité de l'ordre des formes pures, les monades ou des esprits, le monadisme énergésien, soit à la force ou à l'énergie, comme Boscovitch. Voilà. La puissance corporelle. C'est voilà, des unités de forme pure et d'esprit, ou bien d'énergie. Alors, la philosophie d'Aristote et de saint Thomas nous donne la théorie vraie, qui correspond avec la réalité, de l'ulémorphisme. Toute substance corporelle est un composé de deux parties substantielles complémentaires, l'une passive et en elle-même absolument indéterminée, la matière, et l'autre active et déterminante, la forme. Voilà, j'ai dépassé largement le temps. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions qui se posent? Bien, alors tout est clair. Ouais, tant mieux. Voilà, donc c'est génial, n'est-ce pas, ce télésmorphisme. C'est très beau, n'est-ce pas? Ça fait comprendre le mystère du monde visible. Jusqu'à Aristote, c'était le mystère. Alors, on a cassé sa tête, ils ont cassé leur tête là-dessus, qu'est-ce que c'est?
Il n'y a personne qui a donné l'explication satisfaisante et jusqu'à Lélia Morpheus, on a l'explication, fallait y penser. En taoïsme, il y a quand même des éléments intéressants. Oui, il se rapproche plus ou moins. Actif, passif, substance, forme, forme qui s'engendre, les substances qui se transforment les unes en autres et qui s'éliminent. Regardez, vous disiez H2, donc substance liée, oxygène, ça consume, et les deux éteignent le feu. Oui. Donc il y avait une espèce d'intuition imparfaite. Ça veut dire, si l'hydrogène, on dit ça hydrogène, l'hydrogène brûle et l'oxygène fait brûler, et que si on les met ensemble intimement, ça devient de l'eau et ça éteint le feu, c'est que ça devient autre chose avec d'autres propriétés. D'autres propriétés. Et ça détruit justement le monadisme et le truc de Moskowitz, parce qu'on voit que ça devient tout à fait autre chose avec des qualités d'un contraire. Contraire. Et si c'est seulement un amas de choses, ça ne peut pas devenir quelque chose de contraire à ce que c'est avant. L'eau est tout à fait contraire au feu, n'est-ce pas? Donc c'est la preuve que ça devient autre chose. Une autre chose. En maths, on a moins, plus. Comment? En maths, on a moins, donne plus. Moins par moins, il y a moins et moins, donne plus. Moins et moins. Ouais. Non, moins multiplié par moins. Pas moins et moins. Oui, moins multiplié dans moins. Multiplié. Dans les parce que moins 1 et moins 1, c'est moins 2. Hein. Ouais. Mais multiplié. Oui, d'accord. D'accord, voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, dans le chat, vous pouvez mettre des questions. S'il n'y a pas de questions, ça me dit que c'est clair. Voilà, j'espère. Voilà, donc à la prochaine, si Dieu veut.